La jungle de Bornéo est un environnement propice à l'observation de plusieurs espèces de singes de l'ancien monde. Cet environnement est menacé par la déforestation, mais dans ses parties encore intactes, il abrite une flore et une faune hors du commun et extrêmement diversifiée. Ce singe, qui suit le cours de la rivière en sautant de branche en branche, est un macaque, et plus précisément un macaque crabier, l'une des 19 espèces de macaques. On l'appelle aussi le macaque de Buffon. Comme tous les macaques, c'est un platyrinien. On prétend que son nom de macaque crabier lui viendrait d'une habitude qu'il aurait de laisser pendre sa queue au-dessus de la surface de l'eau en attendant que les crabes y mordent. En fait, personne ne l'a jamais vu pratiquer cette technique de pêche, même si incontestablement ce singe paraît actif et intelligent dès son plus jeune âge. L'aptitude de ce jeune singe à faire face à une situation imprévue s'est développée progressivement. C'est le propre des espèces les plus évoluées que de passer par un long apprentissage. Les macaques font de fréquents séjours dans les arbres, mais sont plus volontiers terrestres. Ces animaux omnivores sont surtout des opportunistes. Une stratégie efficace, car le groupe a remarquablement progressé. Les macaques ont conquis tous les habitats. Dans cette jungle d'Extrême-Orient ou dans les montagnes marocaines de l'Atlas, ils semblent partout à leur aise. Quand ils marchent au sol, on remarque que les macaques ne posent pas toute la main, mais seulement les 2 premières phalanges. Cette façon de faire est propre à tous les singes de l'ancien monde, tandis que les singes américains s'appuient sur toute la paume. Les singes qui passent la majeure partie du temps au sol ne représentent qu'une minorité d'espèces. Leur morphologie est adaptée à ce mode de vie. Le colobe passe beaucoup de temps à manger, parce qu'il lui faut absorber quotidiennement près de 3 kilos de cette alimentation peu nutritive. La disponibilité quasi illimitée de la nourriture neutralise d'emblée toute concurrence à ce propos. Aussi, les communautés de colobes sont-elles paisibles. Ce sont des groupes d'une dizaine d'individus au sein desquels il n'y a pas vraiment de hiérarchie. Compte tenu de leur régime alimentaire favorable, il n'y avait aucune raison pour que les colobes adoptent une période spécifique de reproduction. Les petits naissent tout blancs, à n'importe quel moment de l'année, après 6 mois de gestation. Comme chez tous les singes, la mère veille jalousement sur sa progéniture. Quand il aura atteint l'âge de 6 mois, ce petit colobe sera capable de sauter de branche en branche, comme les adultes qui utilisent leurs longs poils, un peu comme un parachute. Il n'y a qu'une chose qui pousse le colobe à faire des allers-retours occasionnels au sol. Il va y manger de la terre pour se recharger en sels minéraux. Le vervet doit envier la vie simple et paisible des colobes. Ce petit cercopithèque de quelques kilos est tout au contraire confronté en permanence à des options incertaines. C'est a priori un singe arboricole, un cercopithèque qui, comme les membres de sa famille, devrait se cantonner aux arbres de la forêt. Mais cette espèce a choisi au contraire de s'affranchir autant que possible des arbres pour compléter son régime alimentaire avec des opportunités qu'on ne trouve qu'au sol. En choisissant cette façon de vivre, ce singe s'expose à un nombre incroyable de prédateurs qui peuvent, compte tenu de sa petite taille, l'emporter en venant du sol, voire des airs. En dépit du danger potentiel, et alors qu'il pourrait se nourrir de bourgeons ou de fleurs,
le vervet est incorrigible. Il descend fourrager à terre à la recherche de lézards, d'œufs ou de petits rongeurs. Par prudence, il ne s'éloigne quand même jamais trop d'une zone boisée et évite les terrains complètement découverts. Quand la menace se précise, l'arbre reste le refuge. Le caracal est l'un des 20 prédateurs potentiels du vervet. Peu d'espèces dans la nature sont aussi menacées de toutes parts. Et pourtant, ce petit singe a connu une expansion extraordinaire. Il s'est répandu dans toute l'Afrique subsaharienne. Chez tous les animaux, la pérennité de l'espèce dépend d'abord de la capacité à affronter les premières semaines de la vie, qui sont les plus délicates. Il faut apprendre vite, acquérir sans tarder une bonne connaissance de son milieu, savoir identifier ses prédateurs et être assez attentif pour les voir venir. Il y a un rapport entre la durée de la gestation et la rapidité de développement des nouveaux-nés. Chez le vervet, la gestation est presque 1 mois plus longue que chez le singe bleu de taille identique, mais dont on a vu qu'il avait peu de prédateurs. Résultat, les petits vervets naissent avec un cerveau plus développé et acquièrent plus vite les tactiques et les stratégies de survie. La morphologie du vervet ne l'incite pas à choisir entre la terre et l'arbre. Il est précisément à mi-chemin entre les guenons arboricoles et des singes comme le patas, dont il a les membres longs adaptés à la vie au sol. Si le vervet hésite sur un mode de vie et s'organise en fait au coup par coup en fonction des caractéristiques de son milieu, pour un autre primate de savane, le babouin, la question a été tranchée beaucoup plus radicalement. Pour ces gros singes puissamment bâtis, l'arbre ne sert plus que de réserve de nourriture et de dortoir pour la nuit. Dès le matin, on peut voir tous les babouins, grands et petits, quitter ce refuge pour aller arpenter les grands espaces découverts. On descend dans n'importe quel ordre, mais les places dans l'arbre étaient bien définies. Les mâles dominants occupaient les branches les plus basses. Les places les plus hautes sont moins confortables, mais aussi moins dangereuses en cas d'attaque d'un prédateur. Si les babouins sont parfaitement à l'aise au sol, c'est que leur morphologie est adaptée au terrain. Ces singes, dont les plus gros spécimens peuvent peser plus de 40 kilos, sont dotés de membres puissants. Ils sont bâtis pour marcher. En une journée, ils vont parcourir ainsi plusieurs kilomètres, essentiellement pour chercher leur nourriture. Les babouins sont des omnivores opportunistes. Au cours de leur déplacement, ils mangeront à peu près tout ce qu'ils trouveront. Des racines, des plantes, mais aussi des insectes, des œufs, des scorpions ou des lézards. C'est probablement le seul moment où les babouins craignent vraiment pour leur sécurité. Ils se sentent vulnérables quand ils boivent. Ils peuvent être attaqués par un lion, par des hyènes, voire des pythons. Mais c'est le léopard qui est leur principal prédateur. S'il n'y a pas d'alternative, les babouins n'hésitent pas à combattre, même des fauves. Ce grand mâle a perdu une part de sa mobilité en mettant en œuvre cette stratégie offensive. La meilleure parade que ces singes aient trouvée contre les attaques des prédateurs, c'est de rester toujours en groupe. La taille des troupes de babouins varie considérablement. Elles peuvent compter jusqu'à 200 individus ou une petite dizaine. Dans tous les cas, elles se déplacent dans un ordre bien défini. Les jeunes mâles marchent en tête, suivis par les femelles, les mères, leurs petits et les tout jeunes, accompagnés par les vieux mâles qui ferment la marche. Tant qu'ils restent ensemble, ces singes n'ont pas grand-chose à craindre, tant l'accumulation de toutes ces énergies individuelles représente un formidable potentiel défensif.
Si les communautés de babouins comptent souvent un nombre important d'individus, alors que leur société est très hiérarchisée, c'est parce que leur cerveau est particulièrement développé. La vie en communauté requiert beaucoup de connaissances. Chaque individu doit connaître précisément sa place et celle des autres au sein du groupe. Plus le groupe est imposant, plus les relations entre individus sont nombreuses. La sélection naturelle favorise les animaux les plus intelligents, capables de garder toutes ces informations en tête et d'agir en conséquence. Le babouin a parfaitement réussi à gérer tous les paramètres de sa société, pourtant complexe. Résultat, il a remarquablement prospéré dans pratiquement tous les milieux, aussi bien dans le désert namibien que dans la forêt tropicale ougandaise. Le temps consacré aux relations avec les autres est un bon indicateur du niveau d'évolution des espèces. Le toilettage peut occuper plusieurs heures de la vie des singes. Il a toujours une signification et il est souvent intéressé. Il arrive que des femelles épouillent des jeunes mères, uniquement pour avoir l'occasion ou la permission de pouponner un peu leurs petits. Les babouins naissent bien développés au bout de 6 mois de gestation, mais ils resteront très dépendants de leur mère pendant plus d'1 an. Au cours de cette période, la femelle se consacre totalement à son jeune. L'éducation est un emploi à plein temps pour la mère, qui doit jongler entre les besoins quotidiens de son rejeton et les problèmes de nourriture. Ces animaux ne stockent pas de graisse et doivent manger davantage quand ils allaitent leur progéniture. Les babouins sont parfois associés à des groupes d'impalas. Les plus chahuteurs, cette fois, ne sont pas ceux auxquels on pense. Les babouins sont retournés dans l'arbre pour y manger. Leur activité est extrêmement synchronisée. 90% des individus du groupe font la même chose en même temps. Cette stratégie, qui consiste à être concentrés ensemble au même moment sur la même préoccupation, évite la dispersion qui nuirait à la cohésion et à la force de la collectivité. Les impalas, qui viennent en dessous de l'arbre pour profiter des friandises que les singes font tomber, donnent un bon exemple de ce que peut être la stratégie de coopération entre espèces. Les singes tolèrent bien les antilopes parce qu'ils comptent sur leur acuité à détecter les prédateurs. Une nouvelle fois, les babouins redescendent de l'arbre. Ils assument le choix qu'ils ont fait de quitter les branches protectrices pour profiter sans limite des ressources de leur milieu. Il ne s'agit pas sans doute d'une simple option alimentaire, mais aussi d'une envie irrépressible d'étrenner une nature, une morphologie qu'ils ont affinée avec le temps. Il y a 50 000 ans à peine, ces mêmes paysages étaient parcourus par des babouins géants, des herbivores. Mais ils étaient trop lourds, trop lents, et ils n'ont pu résister aux prédateurs. La vie au sol est une tentation souvent déraisonnable pour les singes, et la réussite de ces babouins est une exception.